Bonjour, bienvenue. Oui, c'est la bonne ambiance, la bonne humeur. On se permet même de danser sur le générique. Bienvenue sur le rendez-vous de midi. C'est le premier numéro de cette semaine et c'est avec beaucoup de bonheur et plaisir que je vous retrouve. On parlera, vous le savez, du coaching numérique. Aujourd'hui, nous parlons sécurité informatique, comment protéger ses données personnelles et professionnelles. Et ça va pousser avec Léon Soudé. Nous parlerons de la production de carottes, les techniques culturelles pour réussir. Et dans le débat aujourd'hui, ce lundi midi, nous parlerons de la communication parents-enfants quand les réseaux sociaux se mettent comme une barrière. Et je parlais de bonne humeur, je vous invite à danser. L'un des éléments qui nous permet d'exprimer notre bonne humeur, c'est bien sûr la danse. Et celle qui nous demande de le faire, c'est Fatih et ses 6 mains. Viens danser. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille dans boulot là, non vie je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégaine dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser oh, viens danser oh, viens mouler oh, viens danser oh, non vie, one need you back. Viens danser oh, viens mouler oh, viens danser oh, non vie, one need you back. Qui dans ça, ça paie pas mon loyer, ça me donne pas mon jet, 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 je cherche mon jet. Allez viens danser, je dis viens mon lait, fana fana viens mousser, suis la cadence, waloué. Allez viens danser, je dis viens mon lait, fana fana comme shake, suis la cadence, no waloué. Ah, check, petit boulot. C'est pour s'amuser un peu. Viens danser, viens mouler, viens mouler, viens danser, non vie, one need you back. Viens danser, viens mouler, viens danser, non vie, one need you back. Viens danser, viens danser, viens danser. Allez, je vous invite à danser. Vous le savez, le temps que vous donnez au début de toute initiative, de toute activité, influence le reste du processus. Alors, si vous vous donnez la bonne humeur en début de semaine, votre semaine sera remplie de bonne humeur, sera remplie de joie. C'est pour ça que je vous invite, avec Cécimain et Fatih, à venir danser avec nous. Très belle collaboration et l'un des plus beaux clips voilà, de cette décennie. Allez, on enfile maintenant nos claviers, on met nos claviers et on va à l'école du digital et du numérique. C'est le coaching numérique.
Yevedo Kakpochichi, bonjour. Bonjour. Bon midi à vous. Merci. Ah, j'adore les souris. Il y a un téléspectateur qui m'a dit, vous savez ce que j'aime sur votre plateau les lundis? Je dis non, j'attendais qu'ils disent, ouais, les notions que le sourire du monsieur là qui a un peu de cheveux. Mais les cheveux là, ils ont diminué un peu là. Oui, un peu. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. Yevedo Kakpochichi, je rappelle que vous êtes ingénieur en informatique, Oui. expert en e-commerce. Oui. Et chaque lundi, vous nous amenez voilà, à la connaissance d'un élément qui pourrait aider nos téléspectateurs dans leur usage d'Internet et de l'informatique. Alors, justement, parlant d'informatique, aujourd'hui, nous parlons de sécurité informatique. C'est une question qui est d'actualité, qui est récurrente par ces temps-ci. Exactement. Bah, justement, on a parlé de phénomènes de gaiement, de hackers et tout ça, parce qu'il faut se mettre des pare-feux. Oui, Voilà, il faut se protéger. Pour se protéger. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger ces données personnelles et professionnelles. Exactement. Donc aujourd'hui, on sort un peu de l'e-commerce et on attaque la sécurité informatique, qui est un domaine vraiment vaste. Et on ne pourra pas vraiment en débattre, mais on va faire le maximum pour informer nos téléspectateurs et nos auditeurs des dangers et puis de comment se protéger pour ne pas se faire avoir. Donc la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons une vie numérique. Et nous mettons des informations sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous remplissons des formulaires, nous postons des vidéos, et même il y a des informations de nous qui sont légalement envoyées dans des bases de données. Par exemple, si vous utilisez Android ou iOS, vous avez vos photos qui sont automatiquement dans le cloud. Et tout ça sont des données personnelles que vous envoyez sur Internet et que vous devez éviter que ces données-là puissent se retrouver dans des mains de personnes qui demain pourraient vous faire du mal ou du chantage avec cela. Donc, parlant de la sécurité informatique, déjà très rapidement, je vais dire qu'il y a 3 niveaux de sécurité informatique. Il y a déjà la sécurité informatique qui incombe à l'éditeur de l'application, c'est-à-dire la personne qui a créé une application que vous utilisez. Je prends un petit exemple d'un site internet. Quelqu'un a créé un site internet et vous allez faire un achat sur ce site internet-là. Donc certainement, vous mettez des informations, votre nom, votre prénom, votre adresse email et puis des informations de votre carte bancaire, tout ça. Vous mettez ça sur le site. Donc, il y a un niveau de sécurité qui incombe au créateur de son site internet, au créateur de l'application. Il y a un autre niveau de sécurité qui incombe, donc ça c'est le deuxième, qui incombe le matériel que vous utilisez. Si vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, c'est un matériel. Donc la personne qui a créé cet ordinateur va gérer une partie de la sécurité. Et la dernière partie qui est importante, et c'est de ça que nous va parler aujourd'hui, c'est la partie qui concerne l'utilisateur. Donc vous, en utilisant un ordinateur et une application, il vous incombe une partie de la sécurité de vos données. Justement, quels sont les réflexes d'un utilisateur de l'outil informatique d'Internet, les premiers réflexes en matière de protection de données personnelles? Je vais être direct, éviter de cliquer sur les liens, sur n'importe quel lien. Quelqu'un vous envoie une information par WhatsApp, vous ne connaissez pas le numéro, mais il vous incite à cliquer sur le lien pour aller avoir l'information. Vous ne connaissez pas la personne, ne cliquez pas sur le lien. Donc, on va revenir rapidement sur ça et vous allez comprendre ce que la personne fait derrière cela. Donc, alors, pour vraiment se protéger, je suis allé déjà en disant ne cliquez pas sur les liens que les gens vous envoient. Je vais donner un petit exemple, vous allez comprendre très rapidement. Il y a de cela quelques jours, je reçois un message par WhatsApp d'un numéro commençant par 888. Je ne connais pas la personne et la personne me dit qu'elle aimerait travailler avec moi sur un projet. Je dis ok, d'accord, pourquoi pas. Et elle me dit est-ce que je lui donne la permission de me partager le projet avec moi? Je dis oui, vous pouvez parler de votre projet. Je vais voir dans quelle mesure vous aider, on pourra travailler ensemble. Et il me répond quelques minutes plus tard, il me dit que c'est très confidentiel. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose de confidentiel, enlevez ça et il faut que je comprenne au moins votre projet. Et il me dit, ok, d'accord. Pour comprendre le projet, vous allez gagner entre 100 000 et 150 000 francs par jour. Il commence par me parler d'argent. Je dis, ok. Là, je ne lui réponds pas. Et ensuite, il me dit, si vous êtes d'accord, cliquez sur ce lien. Ben là, je ne clique pas sur le lien, je supprime
la conversation, je bloque son numéro tranquillement et puis je ne veux pas risquer pour cliquer sur un lien. Si on a quelque chose à dire, informez-moi directement dans WhatsApp. En réalité, ce que la personne essaye de faire, c'est que WhatsApp est une application sécurisée, mais la personne va vous rediriger vers une plateforme, vers un lien. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Une fois que vous cliquez sur le lien, votre ordinateur ou votre téléphone va charger la page. Et quand ça charge la page, il peut installer là-bas un script, un code malveillant que votre ordinateur va charger et ce code va s'installer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et qu'est-ce que le code va faire? Le code va ouvrir ce qu'on appelle un port. On va parler par exemple de backdoor. Un port, c'est quelque chose, ce sont des orifices, je vais dire comme ça, que les machines utilisent pour pouvoir communiquer vers l'extérieur. Donc il y a plein de ports. Si je prends un exemple pour Internet, pour que votre ordinateur puisse communiquer sur Internet, il va utiliser le port 80 ou le port 443 en réalité, dont les ports sont des numéros. Et alors, qu'est-ce que le script va faire? Le script va ouvrir un port sur votre ordinateur, sur votre téléphone et va s'introduire dans votre téléphone à partir de ce port ou dans votre ordinateur et va commencer par vous surveiller ou soit voler vos informations. Et c'est à partir de là que vos données commencent par aller chez une personne que vous ne connaissez pas. Et on va se dire, bon, il y a des personnes qui vont se dire, bon, sur mon ordinateur, je ne fais rien de confidentiel, c'est pas grave, mais en fait, il y a quelque chose de grave que vous ne comprenez pas. La personne peut utiliser votre ordinateur à distance pour pirater un autre ordinateur. La personne peut utiliser votre connexion, la bande passante de votre ordinateur pour miner de la crypto-monnaie ou pour faire plein de choses en votre nom. Et après, quand on retrace cette personne-là, on va tomber sur vous. Et vous aurez des problèmes juridiques après où il va falloir se défendre après pour dire que non, ce n'était pas moi. Et ça va prendre une autre tournure. Donc, pour se préserver de tout ça, je conseille vraiment aux téléspectateurs d'éviter, on va rentrer dans ce qu'il faut éviter. Justement, j'allais demander quels sont les outils simples et accessibles que les téléspectateurs peuvent utiliser pour éviter ces vols de données personnelles-là et surtout sécuriser leurs outils. Voilà. Donc, pour éviter cela, la première des choses que je conseille toujours, c'est d'installer sur votre ordinateur un bon antivirus. Installer un bon antivirus, allez acheter un antivirus, installez-le. Préciser, acheter un antivirus. Acheter, je précise ça. Acheter un antivirus. Acheter un antivirus. Pas craquer. Hein? Non. D'accord. Parce qu'il y en a, ce qui devrait nous protéger. Non, ce qui devrait nous protéger, je connais des gens, les utilisateurs, même de grandes maisons qui craquent. C'est dommage. Voilà. Moi, je dis, c'est qu'ils ne savent pas. Et puis aussi, les gens, même les personnes ne savent pas, ils confient toute leur vie à un technicien qui fait le travail. Et puis, le technicien fait mal son travail. Sinon, vous achetez un antivirus. Vous installez l'antivirus sur votre ordinateur et cet antivirus vous protège. Vous mettez l'antivirus à jour régulièrement. L'autre chose, évitez, comme vous avez commencé par le dire, évitez les logiciels craqués. Les logiciels piratés. Si un logiciel a un coût, allez acheter le logiciel, la version originale du logiciel. Donc, je vais même partir, par exemple, ce que beaucoup de personnes font, c'est le logiciel mère, ou bien le logiciel même de votre ordinateur, le Windows. Achetez-le. Achetez la version originale du Windows. Quand vous utilisez un Windows, une version de Windows piratée, alors le pirate qui vous a donné ça, qui a mis ça sur Internet, vous téléchargez gratuitement, vous l'installez, ça marche. Il faut bien parler à notre Togbenon. C'est lui qui donne son ordinateur installé. Le logiciel marche, il n'y a pas de souci pour ça, mais en fait, le pirate, c'est qu'il a créé un port à l'intérieur qu'il utilisera quand il voudra pour s'introduire dans votre ordinateur. Vous ne saurez pas, mais lui peut-être dans un pays lambda là-bas, là, il a accès à votre ordinateur et il surveille tout ce que vous faites. Il peut éteindre et tout ça. Donc, utilisez des logiciels, des versions authentiques de tous les logiciels que vous utilisez. Si vous n'avez pas de l'argent pour payer un logiciel, alors rendez-vous, cherchez son équivalent open source. Il y a toujours, pour tous les logiciels payants, il y a leur équivalent en open source en réalité qui est complètement gratuit. C'est quoi l'open source? L'open source, c'est une version du logiciel créé par des personnes qui ont pour ambition d'offrir le même service que le logiciel payant, mais en gratuit, et ils travaillent de manière bénévole.
Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Peut-être de la publicité? Non, ils ne gagnent pas de la publicité, ce sont des bénévoles en réalité. Ils ne gagnent, ce qu'ils gagnent, il y a quelque chose qu'ils gagnent en retour. Si vous travaillez sur un projet open source qui a une grande renommée, d'accord, il y a votre nom qui est dans les archives du logiciel et vous pouvez le faire valoir cela pour trouver un grand poste. Ok. D'accord. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà souvent des postes, qui veulent aider la communauté à grandir, qui veulent aider des personnes à utiliser des logiciels sans pouvoir débourser de l'argent forcément. Et les logiciels open source aujourd'hui sont extrêmement puissants et font exactement ce que tous les logiciels payants font. Mais le gros problème avec les logiciels open source, c'est qu'on ne trouve pas rapidement leur tutoriel sur Internet. C'est-à-dire, si je prends par exemple un logiciel que tout le monde utilise, Photoshop, vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de tutoriels de Photoshop, mais vous n'allez pas trouver beaucoup de tutoriels de GIMP, par exemple. GIMP qui est l'équivalent de Photoshop, mais en open source. Voilà. Donc, il y a ce problème qui fait que beaucoup de personnes vont aller vers Photoshop au lieu d'aller vers GIMP en réalité parce qu'on trouve rapidement les tutoriels, le savoir-faire sur Photoshop. Mais si vous utilisez Photoshop, s'il vous plaît, faites l'abonnement pour avoir la version originale. Et là, vous saurez que j'utilise un matériel, mon matériel, il est sûr, il n'y a pas de virus à l'intérieur de mon ordinateur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir voler mes données. Parce que quel que soit ce qu'on dit, un beau matin, vous allez mettre quelque chose d'important sur votre ordinateur et la personne va se saisir de cela. Merci beaucoup, Yevedo Kakochichi. Je crois que ces recommandations-là ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. C'est très, très important de se protéger contre les envahisseurs, les virus malveillants, en faisant très attention. Je crois qu'on va approfondir ça la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur cette question-là. Allez, on va refermer maintenant la page du coaching numérique et aller au coaching agricole dans Ça pousse. Mr. Léon Soudé, you are welcome. Thank you. Yes, j'aime la façon de dire thank you. Thank you. Yeah. Avec le flopping qui va avec. On dirait un British native. Je mets le reste comme ça. Il ne veut pas se piéger. Attends, regarde la télé quand même. Il dit non, je mets le autres. Parce que cette affaire de British native là, attention. Let us stay here. C'est un plaisir de vous retrouver, Léon Soudé. Je rappelle que vous êtes producteur et formateur agricole et aujourd'hui, avec vous, nous parlerons de la production de la carotte. On parlait du melon la dernière fois. Non, pas le melon, de la pastèque, à différencier avec le melon. Voilà, pastèque. Aujourd'hui, ce sera la carotte, production de la carotte. Alors, les techniques culturelles. Je veux faire de la carotte. Alors, est-ce d'abord une production facile? La carotte est d'abord fait partie des légumes les plus consommés dans notre pays. Et ce n'est pas aussi compliqué à produire. Mais il y a aussi un mais. La carotte demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'entretien qu'il faut, à commencer d'abord par la préparation du sol. Pour réussir la production de la carotte, il faut d'abord faire une très bonne fouille de sol. Il faut éviter les sols qui contiennent des pierres, parce que vous savez que c'est des racines, ou bien les objets plastiques, ou bien les objets en fer, tout ce qui va être obstacle pour le développement de la racine, il faut éviter ça. Donc, il faut d'abord avoir une attention particulière par rapport à la préparation de son sol. Donc, après ça, il y a un bon arrosage que vous devez faire. Pour le semis, vous devez chercher d'abord des variétés qui vont résister contre les aléas climatiques, parce que si vous cherchez des variétés, si vous prenez des variétés qui ne vont pas avec votre climat, vous risquez de tout perdre aussi. Donc très souvent, il y a les variétés qui traversent toutes les saisons que nous utilisons très souvent. Donc si vous... Donc, en fait, vous voulez me dire que la carotte que nous retrouvons sur le marché, là, il y a des variétés. Oui, il y a... Mais nous, on voit un fût orange. Carotte, c'est carotte. Non, il y a plusieurs Peut-être c'est les lapins qui peuvent nous faire... Il y a plusieurs types de variétés que nous utilisons.
Très souvent, moi, j'utilise, c'est pas pour faire de la publicité, hein, moi, j'utilise la variété Pamela et puis Pamela F1. Et puis... Donc, il y a des carottes Pamela. Oui, il y a aussi des variétés Shakira. Donc, aussi. Carrément. Oui, que nous utilisons. Dieu merci. Non, tout ça là, c'est des noms qui ont été donnés. C'est très souvent ceux qui ont été à la base de ces variétés. Ils donnent leur nom, très souvent ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous choisissez votre variété et vous préparez correctement votre sol, très souvent, pour le faire, et il y a des objets que nous utilisons, des matériaux que nous utilisons. La carotte ne se fait pas comme le maïs, où on se met devant, quelqu'un se met derrière à faire des pokés. Non, cette fois-ci, il y a des roulettes que nous utilisons. Parce que l'écartement entre les lignes et entre les pokés ne sont pas les mêmes choses comme le maïs. Ici, nous utilisons entre plants, nous avons 10 cm, 10 à 15 cm d'écartement et entre les lignes, très souvent 15 cm ou 20 cm. C'est très très proche là. Voilà, c'est très proche parce que c'est des... Ouais, comme on le voit sur l'image là. Et puis, quand ça commence à pousser, il y a les feuilles là qui s'entremêlent. Voilà, et la racine aussi, c'est des racines qui s'allongent dans le sol et non, ça ne se développe pas superficiellement. Donc, quelle que soit la distance qu'il faut, la racine s'allonge dans le sol et ça ne va pas se gêner lors de l'émergence. Donc, quand vous faites nous utilisons très souvent des roulettes qui sont déjà graduées à 10 cm entre plants que nous essayons d'utiliser pour mettre les pokés. Pour mettre les pokés. Et puis, ça a déjà une profondeur de 5 cm au plus. Quand vous mettez les grains, nous avons l'habitude de mettre aussi, on a l'habitude de mettre les grains à 2 grains par poké. Donc, quand l'émergence commence jusqu'à un certain niveau donné, il y a le démarrage que nous essayons de faire pour permettre à la seule racine de mieux se développer pour donner le fruit que nous avons. Pourquoi vous mettez 2 graines Les 2 graines que nous envoyons, très souvent, il n'y a jamais de 100% de germination. D'accord? Donc, il peut y avoir, quand vous envoyez les 2, un peut pousser et l'autre peut mourir. Donc, pour éviter ce risque de ne pas avoir les pokés vides après ou de ne pas avoir de l'espace, on en met 2. C'est-à-dire que pour se donner 50%, moins 50%. Voilà. Donc, quand l'autre meurt, l'autre a la chance. Est-ce qu'il y a des cas où les deux poussent? Oui, très souvent. Avec les variétés que nous utilisons très souvent, on a au moins 90% de chances pour que les 2 poussent. Ah ouais? Oui. Donc, dans ces cas où les 2 ne poussent pas, c'est pas... On a des carottes jumelées. Oui, c'est pour ça, à un niveau donné, quand ça pousse 3 à 1 mois après l'émergence, il faut faire des démarrages. Parce que quand les 2 sont là, il y a la concurrence qui se met entre les 2 racines très souvent et vous n'avez pas des fruits, des racines qui sont bien gros. Qui sont bien grosses. Donc, c'est pour ça, à un niveau donné, il faut des démarrages que nous faisons juste pour laisser une seule racine, le temps à une seule racine de mieux se développer. De mieux se développer. Voilà. Est-ce qu'il y a une typologie, comme on le voit sur l'image là, est-ce qu'il y a une typologie de sol qui favorise la production de la carotte? Très souvent, il faut avoir des sols bien drainés et des sols moins pierreux et des sols qui ne sont pas emballés ou bien qui ne contiennent pas des objets plastiques. C'est très souvent. C'est pour ça que le sol soit sain et bien hydraté. Voilà. Et puis il y a aussi le pH du sol qu'on essaie de. C'est le pH qui est constitué très souvent entre 6 et 7. Donc il faut tout ça là. Mais un paysan lambda qui veut produire son truc n'a pas le temps d'aller chercher des appareils comme ça pour venir faire truc là. Donc, ne comptez pas sur eux. Voilà. Donc à un niveau donné, il faut savoir aussi l'apport d'engrais qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre l'engrais qui est constitué des engrais plus azotés. De peur de ne pas laisser les feuilles se développer au détriment de la racine. Parce que quand vous mettez des engrais qui sont plus azotés, quand à un niveau donné, les feuilles se développent plus et les racines se développent moins. Très bien. La durée de production? 3 mois.
3 mois. 3 mois. Plus, et on a de la carotte. Maximum, on a de la carotte. On peut la produire en hors sol? Oui, c'est possible. Vous pouvez déjà avoir des petits pots à la maison où vous envoyez des terreaux ou bien du compost dedans ou bien un sol mélangé de matière organique que vous envoyez dedans, que vous faites et vous disposez ça dans vos petits coins à la maison. Donc ou partout. Ou sur la dalle. Ou sur la dalle. Il suffit d'avoir un système d'irrigation qui peut vous aider. Chaque fois, vous devez avoir un plan d'arrosage de vos plants. Et puis le tout est joué. 3 mois après, nous avons la carotte. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est facile aussi, mais ça a besoin de surveillance aussi. Là où c'est un peu compliqué, si vous laissez ça envahi par les mauvaises herbes, vous êtes cuit. Très bien. Bon, je peux vous garantir que vous avez 2 nouveaux producteurs de carottes qui sont convaincus. Il y a Noah Agbafakpadonou et puis Sena Léa Glago. La façon dont ils buvaient votre exposé, franchement, est symptomatique de leur engagement à produire de la carotte. Ça me ferait aussi beaucoup plaisir d'utiliser aussi celle qui voulait vous engager tout à l'heure. Bon, très bien. Allez, c'est ma façon d'introduire les 2 autres invités sur ce plateau dans l'émission, puisqu'ils sont là pour le débat du jour. Je l'annonçais à l'entame, nous parlons aujourd'hui de la communication parents-enfants et quand les réseaux sociaux s'érigent en barrière. Et pour en débattre, je maintiens évidemment mes 2 premiers invités, Kakpochichi Yevedo, toujours avec nous, Léon Soudé, et cette fois-ci, Sena Léa Glago, je vais y arriver, journaliste, experte en communication 360 degrés. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Et puis en face de vous, Dr Noah Agbafakpadonou, informaticien, entrepreneur. Merci d'être là. Merci. Alors, vous êtes à la maison, hein, vous êtes habitué à ce plateau-là. Lorsqu'on parle d'abord de communication parent-enfant, à quoi ça fait référence chez vous? En fait, lorsqu'on parle de communication, déjà, vous voyez que c'est 2 êtres en présence. Il y a l'un qui a la posture de papa, de maman, donc de quelqu'un de plus âgé, et de l'autre côté, il a un enfant. Et les 2 sont appelés à communiquer, donc à dialoguer, à s'entendre, à se comprendre. Donc, l'information doit aller dans les 2 sens. Le papa ou le parent qui parle et le jeune enfant aussi qui parle à ses parents. Et ici, c'est ce qu'on appelle communication parent-enfant. Léon Soudé. C'est un sujet très sensible que vous venez d'amener parce que très souvent, surtout dans notre communauté, il y a ce problème-là qui se pose très souvent. C'est ça qui fait que parfois nos enfants préfèrent rester dans leur coin. Et puis les parents aussi sont là dans leur ligne autoritaire. Et puis très souvent, ça se passe très mal. Or, quand on parle d'une famille de parents et d'enfants, il devait y avoir la communication, comme monsieur le docteur vient d'expliquer, il devait y avoir la communication pour la synergie de la famille. Est-ce que c'est une réalité chez vous, Sena Léa Glago, la communication parent-enfant? C'est normal que quand vous êtes dans une famille, que vous puissiez échanger. Cela va de soi, sinon vous ne seriez pas ensemble. Maintenant, quand vous parlez des parents et des enfants, c'est encore plus important, puisque en tant que parent, vous êtes des guides pour vos enfants, et en tant que guide, vous devez pouvoir les écouter, pouvoir leur dire ce que vous pensez de ce qu'ils vous disent, pouvoir les orienter, pouvoir leur donner le cheminement ou le chemin à prendre, quitte à ce que, après vous avoir écouté, ces enfants puissent prendre leurs propres décisions pour avancer dans la vie. Yevedo Kakpochichi. Moi, je pense que à l'ère où nous sommes maintenant, il faut apprendre à être parents. Ce que nous, nos parents, la manière dont nos parents ils nous ont éduqués, moi je dis, la communication, il y avait la communication, mais pas totalement. D'accord, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'influence d'Internet et l'influence de la société sur les enfants, il faut apprendre, en tant que parent, à communiquer avec son enfant pour pouvoir déjà le protéger,
très rapidement contre les différents dangers qui le guettent et pouvoir s'informer de tout ce qui se fait autour de lui. Très bien. Je vous propose qu'on regarde rapidement ce petit élément, ce petit visuel fait en bande animée qui résume légèrement le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On revient poursuivre la discussion. J'ai remarqué que tu semblais un peu triste ces derniers jours. Est-ce que tout va bien à l'école? Non, pas vraiment. Je trouve les cours de maths vraiment difficiles et j'ai eu une mauvaise note au dernier test. Je comprends que cela puisse être frustrant. Les maths peuvent être vraiment compliquées. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Je me sens stupide. Tous mes amis semblent comprendre, mais moi, je suis complètement perdu. Tu n'es pas stupide, Lucas. Chacun apprend à son propre rythme. Ce qui est important, c'est que tu fasses de ton mieux. Est-ce que tu as parlé à ton professeur de tes difficultés? Non, j'ai peur qu'il pense que je ne fais pas d'efforts. Je suis sûre que ton professeur veut t'aider à réussir. Pourquoi ne pas lui demander des conseils ou peut-être de l'aide supplémentaire après les cours? En attendant, nous pourrions travailler ensemble à la maison. Qu'en dis-tu? D'accord, je veux bien essayer. Merci, maman. De rien, mon chéri. Voilà, donc on a un exemple là typique de communication parent-enfant. Alors, ce qu'on n'a pas dit, cet élément n'a pas exposé, c'est que cet enfant a fait objet de railleries à l'école et tout ça, et parce qu'il ne travaillait pas en maths. Et puis après, on lui a montré qu'il peut se défouler sur les réseaux sociaux. Donc, il passait tout son temps sur sa tablette, sur YouTube, sur d'autres réseaux et tout ça. Et c'est ça qui a amené la maman à engager la conversation. Aujourd'hui, d'antan, je ne sais pas si c'est Léon qui le disait ou oui, je crois que c'est Yvedo qui le disait, que les parents d'antan avaient une façon de faire. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui se sont installés là et qui c'est-à-dire qui co-éduquent carrément les enfants avec nous. Comment vraiment trouver la place de parents dans la vie des enfants avec vraiment cet élément nouveau qui s'ajoute dans notre quotidien? Docteur Badonou. Vous voyez, hier, quel était le mode de vie? Quand vous voyez les normes sociales, appellent un père à être le guide, un peu comme l'a dit Léa. Et quand nous parlons de guide, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui traîne les autres. Le père se comportait comme un berger. Donc, c'est lui qui a la rôle et qui dirige et qui régente la vie des enfants. C'est lui qui rêve. Vous allez voir un père médecin, il dit, toi-même, parce que moi j'ai été médecin, je veux que tu deviennes médecin. Parce que moi j'ai rêvé d'être architecte et que je n'ai pas pu satisfaire et nourrir ce rêve, mon enfant doit devenir architecte. C'était ça la vie que beaucoup de parents menaient. Et mieux, vous allez voir qu'au-delà des normes sociales, il y avait aussi la religion qui conférait un certain nombre de devoirs aux parents. Observez, la Bible dit, c'est le fouet qui enlève la folie de la tête de l'enfant. Vous voyez un peu? Regardez, même dans la religion musulmane, on ne donne pas la possibilité à un enfant de parler. Non, c'est toi, parent, qui connais le chemin et c'est toi qui directionnes l'enfant. Tu ne donnes pas la possibilité à un enfant de choisir. Et on en était là, hier, quand on allume la télé et que le papa doit venir à la maison, s'arrange pour l'éteindre beaucoup plus tôt. Et quand on allume la télé et que c'est ça, c'est le bruit de sa Vespa qu'on a entendu, on court pour l'éteindre et on court chercher un chiffon, d'accord, totalement humide pour passer dessus pour que la température descende avant que vienne. Vous voyez, donc, c'est un peu ça la vie d'hier. Et progressivement, nous avons parlé d'émancipation, émancipation dans tous les secteurs de vie,
L'enfant commence par se retrouver dans un autre cercle à la maison, au-delà de la maison, mais à l'école. L'enfant a des camarades et progressivement, d'autres éléments sont entrés. C'est le monde virtuel. Ce monde virtuel que ne connaissaient pas nos parents. Le réseau social hier était beaucoup plus physique. Papa rencontre quelqu'un, les oncles viennent à la maison, c'était plus physique. Mais aujourd'hui, il y a l'introduction du réseau social qui permet de créer un autre monde, qui est un monde virtuel totalement séparé du monde physique. Et ce monde virtuel nous permet d'avoir des amis, nous permet d'avoir de la connaissance, nous permet d'avoir de l'information à chaud, nous permet de tout vivre au-delà du monde physique que nous nous sommes créés. Mais là, c'est l'appareil qui nous permet d'avoir accès à ce monde. Donc, mais pour que l'enfant ait accès à ce monde virtuel que nous avons vu dans la télé, dans l'élément, est-ce que l'enfant a été éduqué à utiliser ses tablettes et ses téléphones? Dans la plupart des cas, c'est ça en réalité qui permet à un enfant d'avoir un autre monde, outre ce monde physique qu'on lui présente. Parce que, observez, beaucoup de parents, pour offrir le téléphone à un enfant, c'est à la suite de la réussite peut-être d'un enfant, il a réussi au bac, on lui dit, tiens un téléphone. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus un gadget qu'on lui a mis en main. On ne lui a pas montré que ce gadget-là doit pouvoir faire partie de ta vie physique. Mais on lui remet cela comme un jouet. Et c'est pour cela que tout à l'heure, quand l'enfant a été déçu, l'enfant s'est tout de suite recroquevillé. Parce que quand on est déçu, on revient à la maison, souvent c'est pour jouer, pour se divertir. Et vous allez voir, la tablette quand on remet, c'est peut-être à un anniversaire qu'on lui remet une tablette. Vous voyez donc, on ne lui remet pas ça souvent, comme si c'était un élément qui doit participer à son éducation. Mais on lui remet cela souvent comme un gadget, de telle sorte que l'enfant n'ayant pas le code, l'enfant commence par l'utiliser, créer un autre monde, reste totalement assujetti à ce monde où on peut retrouver du cyberharcèlement, on peut retrouver tous les autres vices, ce qui fait que vous allez voir votre enfant aujourd'hui créer un autre monde, ne favorise ce monde-là qui ne favorise pas le dialogue physique. Parce que le monde que l'enfant crée est un monde totalement idéalisé. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'imperfection. C'est des amis qui lui parlent tout doucement, c'est des amis qui lui font des conseils, c'est des amis qui font... Donc, il crée totalement un autre monde qui est totalement différent du monde dans lequel le papa peut lui dire « Non, ne fais pas ci, est-ce que tu t'es levé le matin ?» Donc, le papa qui lui donne un certain nombre de valeurs, de l'autre côté, ce n'est souvent pas ça, de telle sorte que l'enfant est totalement déconnecté et cela crée une barrière entre la vie familiale et la vie que l'enfant se crée lui-même. Sénalé Aglago, est-ce que vous avez l'impression dans votre quotidien, je ne parle pas de ce qu'on expose, ou dans votre entourage, que les réseaux sociaux aujourd'hui dans les mains des enfants les isolent de la vie réelle qu'ils ont avec leurs parents? Cela va de soi, puisque même pour nous-mêmes adultes, déjà, à des moments donnés, les réseaux sociaux nous isolent de notre vie de famille. Vous voyez un parent qui a passé toute sa journée au travail, au dehors, qui rentre à la maison, au lieu de laisser le téléphone de côté, nous sommes aussi préoccupés, on dit peut-être que des messages vont venir, on continue de travailler, on continue de mener une autre vie qui nous isole déjà de notre propre famille. Donc, quand vous êtes déjà adulte dans ce système où vous êtes accro, vous imaginez comment l'enfant peut facilement créer tout ce monde. Encore qu'aujourd'hui, nos enfants sont tellement intelligents qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Moi, il m'arrive d'avoir des petits problèmes sur mon ordinateur. C'est ma petite fille qui trouve la solution. Et qui ose me dire, tu aurais pu donner ça aux experts. Et moi-même, je me rends compte qu'effectivement, elle est plus experte que moi. Et pourtant, elle ne l'a pas appris. Et donc, quand vous êtes déjà dans ce système-là, c'est forcément compliqué, complexe de savoir tout ce que vos enfants font. C'est vrai qu'on va me dire qu'il y a des codes parentaux, des accès. On l'utilise, mais ça ne règle toujours pas le problème parce que l'enfant va toujours au-delà. Et puis, je ne sais pas quel genre d'enfants nous faisons. On dirait que nos enfants sont nés avec la technologie. Leur mémoire est un peu comme, excusez-moi, un ordinateur. Et puis, ils voient plus vite que nous. Les enfants 3.0, là. Je ne sais même pas si c'est seulement 3. Ça a dépassé 3. Parce qu'ils voient, des fois même, ce que toi, tu trouves banal, il te dit non, c'est comme ça, il faut faire. Et puis, il va tellement plus loin. La dernière fois, ma fille voulait faire une exposé, je lui remets mon ordinateur parce que je disais que c'était un exposé en anglais. Donc, il fallait d'abord faire en français et puis on va traduire. Elle me dit non, ton ordinateur peut le faire facilement. Donc, j'ai dû devenir assistante. Non, mais des fois, c'est amusant quand ça a du bon.
Mais quand vous imaginez aussi le côté dangereux de tout ce que ça peut être, vous avez peur et ça fait froid dans le dos. Vous allez voir que tout à l'heure, quand M. Yvedo donnait des conseils, nous-mêmes, on l'écoutait et on avait des inquiétudes. Vous imaginez que juste pour cliquer sur un lien et qu'on commence par télécharger, vous donner... C'est comme moi, par exemple, quand je ferme mon ordinateur, je ne laisse plus mon ordinateur ouvert, je ferme toujours parce qu'on me dit que l'écran, tant que c'est ouvert, on peut accéder à... On peut contrôler votre webcam, ouais. Donc, alors que si vous ne le savez pas, vous allez pécher par ignorance, vous allez vous rendre plus vulnérable. Et donc, aujourd'hui, le monde est tellement dangereux que nous devons nous-mêmes nous mettre des fois, sans le vouloir, à la disposition et à la portée de nos enfants. Pour dire quoi? On ne va pas rester fermé dans notre ancien système qu'on nous a donné comme éducation, calqué sur le rigorisme. Mais on doit pouvoir, de temps en temps, aujourd'hui, nous mettre à la portée de nos enfants, devenir un peu comme des étudiants. Vous avez vu cette maman, si elle n'avait pas posé des questions à son enfant, il ne dira rien. Il restera dans son coin. Et si par malchance, il a une tablette ou un ordinateur ou une salle de jeu, il va s'enfermer, il va rester dans son monde. Votre enfant passera son temps à ne pas travailler en classe. L'école va tout le temps vous appeler. Vous allez beau trouver des solutions, mais vous n'allez jamais régler le problème. Et ça va s'enliser. Et peut-être que, soi-disant, cet enfant est intelligent. C'était peut-être qu'on l'a juste embêté à l'école. C'est ça qu'il a mis dans qui lui a mis ce voile qui lui permet de dire aujourd'hui qu'il n'est pas bon et qu'il a peur d'être stupide, alors que peut-être il est très intelligent. Il a juste fait une erreur. Par exemple, moi, la semaine dernière, ma fille est rentrée et dit, j'aurais pu avoir faim et j'ai fait une petite erreur parce que je me suis précipitée et j'ai pas eu ça. Mais j'ai pas dit d'autre chose. J'ai dit, tu as compris la leçon. Donc la prochaine fois, tu ne vas plus vite, tu vas posément et tu as tes vins. Elle a dit, ça, j'y ai pensé moi-même, mais je voulais avoir ton avis pour pouvoir savoir la conduite. Heureusement, c'est bon pour toi. Elle a dit oui. En fait, des fois, ça ne coûte rien de se mettre à la hauteur de nos enfants pour les écouter. Sinon, nous risquons d'avoir des enfants qui sont avec nous, mais qui nous sont totalement indifférents, qui ne nous connaissent même pas, qui ne cherchent même pas à nous connaître. Et c'est après, on commence à crier, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu n'as rien de moi. Alors qu'en le disant même, ces petites phrases qui n'ont l'air de rien, vous stigmatisez vous-même votre enfant, vous lui dites qu'il n'est pas de votre monde, vous lui dites quitte ma vie. Des fois même, le langage aujourd'hui doit pouvoir changer quand on est parent pour que nos enfants soient toujours avec nous, soient toujours nos enfants et soient peut-être les personnes parfaites que nous voulons que nos enfants soient. Merci beaucoup, Léa Senaglago. Alors, Yvedo Kapotiti, elle vient d'évoquer un aspect quand même important de la question. Nous parlions de la barrière, de l'entrave que les réseaux sociaux peuvent être pour la communication parents-enfants. Oui. Et la balle n'est pas que dans le camp des enfants. Parce que tout à l'heure, elle parlait des parents qui sont accrochés sur les réseaux sociaux. Et voilà. C'est-à-dire que l'observation, le devoir d'observation du parent. Parce qu'il faut, pour engager la discussion, pour comprendre et connaître son enfant, il faut l'observer. Oui, il faut l'observer, il faut passer du temps avec lui. L'élément qui est passé tout à l'heure, vous allez voir la maman, elle a commencé par discuter avec l'enfant. C'est elle qui a engagé la discussion. La discussion. Si elle était focus sur son téléphone portable ou qu'elle avait un travail à faire, en ce moment, n'allait pas venir. Donc c'est ça, en réalité, la chose. Il faut qu'en tant que parents, aujourd'hui, nous ayons du temps pour nos enfants. Quel que soit, c'est vrai que chercher l'argent, c'est important pour éduquer les enfants, pour les nourrir et tout ça. Mais si vous êtes un père de famille, une mère de famille, réservez un temps dans la semaine ou plusieurs moments dans la semaine pour rencontrer vos enfants, pour discuter avec eux, pour savoir comment est-ce que la journée se passe, comment est-ce que l'école... Essayez de connaître leurs amis, la personne avec qui ils discutent, même sur les réseaux sociaux, et à l'école et tout ça. Essayez de faire quelques blagues avec eux pour que les enfants puissent se sentir à l'aise avec vous et petit à petit, ils finiront par vous dire ce qui les inquiète, leurs problèmes et tout ça. Mais si vous êtes le type de parent qui paye la contribution pour l'enfant, vous le nourrissez déjà, et puis le matin à 7 h, vous êtes au boulot, le soir, vous revenez. Est-ce que tu as appris ta leçon? Maintenant, est-ce que... Et puis vous criez et tout ça. Ça encore, c'est encore bien. Il y en a qui ne se soucient même pas. Mais moi, je ne dis pas, je ne leur jette pas la pierre, parce que, vous savez, la vie dans laquelle nous sommes maintenant, ça devient de plus en plus dur, et il y a des personnes qui sont vraiment focus sur la recherche d'argent pour pouvoir régler les problèmes du foyer. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour rencontrer ces enfants encore, pour discuter avec eux, pour savoir ce qui se passe et ne pas, surtout moi je dis quelque chose, ne pas laisser aussi les enfants dans la main des nounous. En tout cas.
Ça, les nounous ne sont pas là pour éduquer vos enfants. Et il y a beaucoup de parents qui le font. Et moi, aujourd'hui, par exemple, ce matin, moi, j'ai dansé avec mon enfant. Et je le fais très souvent au niveau d'une musique, de son dessin animé. Donc, on a fait des pas de danse. Mais si je le fais, c'est pour le mettre en confiance. En réalité, tu peux tout me dire. Je me mets à son niveau, en réalité, pour que demain, qu'il puisse savoir que papa n'est pas là pour la chicotte, papa, je peux lui parler, papa, il s'amuse avec moi et tout ça. C'est ça, aujourd'hui, être parent. Et si vous voulez être parent d'un enfant, si vous n'avez pas encore un enfant, il faut que vous vous mettez dans la tête que aujourd'hui, là, vous vous mettez au niveau de l'enfant. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Yves Doka-Kotiti. Le temps, ça va très, très vite sur cette émission. Léon, peut-être 30 secondes pour conclure ce plateau-là. Moins que ça même. Moi, ce que j'ai à dire, c'est simplement de dire, si nous n'engageons pas de discussion entre nous et nos enfants, c'est les réseaux sociaux qui vont les récupérer pour nous. Et comme ça va être un peu compliqué pour nous. Ah oui, absolument. Les réseaux sociaux, c'est un nid de pièges, un nid vraiment de mauvais comportements qui peuvent être inoculés à nos enfants. Donc, il faut vraiment qu'on ait un contact physique avec les enfants, qu'on les éduque et qu'on les conseille nous-mêmes. J'ai vu un élève qui était en train d'être réprimandé d'une vidéo dans un collège. Pourquoi? Quel était son forfait? Il a falsifié un bulletin de notes. Et qui lui a dit ça? Il a vu ça sur TikTok. Parce qu'un étudiant a dit, écoutez les amis, j'ai découvert une application, tu peux scanner le bulletin et modifier. Et il a expérimenté. Et il a expérimenté. Parce qu'il était au contact des réseaux sociaux, il a eu cette mauvaise habitude-là, il a eu cette mauvaise expérience-là sur les réseaux sociaux. Protégeons nos enfants des réseaux sociaux en étant plus présents pour eux. C'est ce qu'on va retenir donc de ce plateau sur la communication parents-enfants. Merci à tous d'avoir été là. Léon Soudé, Yves Doka-Kotiti, Sena Léa Glago, que j'ai ramené Manu Militari. Merci pour la disponibilité. Faites un banc pour cette dame quand même. Elle n'avait pas le choix. Merci, docteur Noah Agbafak Padonou, pour votre disponibilité de toujours et la richesse de tout ce que vous nous apportez sur le plateau. Si Dieu ne revenait pas, on se retrouve lundi prochain avec vous, mais moi, avec vous, téléspectateurs, je serai là demain, dès 12h. Merci. Allez, salut.